Dear colleagues. Chers collègues, bonjour. Vu que nous avons un temps très limité avec la commission aujourd'hui, je suis sûr en outre que vous avez énormément de questions. Nous allons commencer. Veuillez prendre place. Voilà. Excellent. Thank you very much. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, hier, il n'y a pas eu de remarques, donc le procès verbal est adopté. C'est le cas également aujourd'hui, donc nous pouvons passer à l'examen du point 5. Nous allons souhaiter la bienvenue à la commissaire vice-présidente Vera Jourova. Bienvenue. Pour des raisons évidentes, le commissaire Kyriakiris est venu. Hier, nous avons entendu le commissaire Breton. Donc il y a 4 piliers dans le mandat très large de cette commission. Et avec le commissaire Breton, hier, nous avons parlé de questions essentielles, notamment la transparence des contrats, la manière dont les choses se sont passées pendant la pandémie, comment tout a fonctionné. Nous sommes également intéressés à l'avenir parce qu'il s'agit de tirer des enseignements, donc pas pour la beauté du geste, mais pour apporter des changements et mettre au point de nouvelles propositions pour les crises à venir et les pandémies à venir. Hier, nous avons également parlé de choses très importantes pour vous, tout ce qui a à voir avec la désinformation et la mésinformation. Pas seulement de l'extérieur, mais également à l'intérieur de l'Union européenne avec le mouvement anti-vax. La démocratie, l'état de droit, c'est le 4e pilier dans le cadre du mandat de cette commission. Donc nous allons avoir une introduction par la commission et puis il pourra y avoir, ensuite après la pause estivale, il y aura des éléments détaillés sur cette question. Donc dans le respect de l'état de droit, nous aimerions savoir quelle est votre vision de la réponse à la pandémie. Nous aimerions en savoir davantage sur la lutte contre la désinformation, la mésinformation, et savoir ce que la Commission a fait pour défendre l'état de droit et qu'en a-t-il été de la supervision démocratique pendant la pandémie. Donc, quelle est votre vision des choses? Je vous donne la parole pour 7-8 minutes. Donc, nous avons moins de temps qu'hier, donc je serai très strict sur les temps de parole pour les questions et les réponses pour que nous ayons assez de temps pour les interventions à la demande. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres. Bonjour. En effet, ce sont les sujets dont je m'occupe, moi, et je vais les traiter tous dans mes propos liminaires. J'aurai peut-être besoin de 10 minutes, pas plus. D'accord, vous pouvez m'interrompre si nécessaire. Donc, je suis très heureuse de me présenter devant vous pour la première fois. Les objectifs de cette commission sont de bons objectifs et la question des enseignements tirés joue un rôle important. Alors, nous savons bien que la pandémie a été un test de résistance pour l'Union européenne et la Commission européenne a coordonné une réponse commune européenne à la crise sanitaire. Donc, elle a effectué un suivi de l'évolution de la situation dans les États membres en ce qui concerne les droits fondamentaux des citoyens, le respect de l'état de droit à la lumière des états d'urgence. Et il y a également eu la lutte contre la désinformation. La Commission est solidaire de tous les États membres et les appuie tous dans la lutte contre la pandémie. Dans le même temps, dès le départ, nous avons dit qu'il fallait respecter les droits et les valeurs fondamentales telles qu'énoncées par les traités, qu'il fallait défendre ces valeurs en temps de crise et notamment en temps de crise. Donc sur les mesures d'urgence, il y a la question de l'évaluation du caractère légal de certaines mesures d'urgence qui doivent être limitées dans le temps, avec également des garde-fous pour faire en sorte que des mesures soient proportionnées
et qu'il y ait un contrôle judiciaire et parlementaire, avec également une supervision de la société civile. Nous avons suivi de près l'évolution de la situation concernant les mesures d'urgence prises par tous les États membres. Et dans notre rapport sur l'état de droit, il est dit que la pandémie a donné un bon exemple de système d'équilibre des pouvoirs qui fonctionne bien. Les mesures d'état d'urgence ont souvent été examinées, évaluées. Elles ont parfois été annulées. Mais il y a eu également certaines préoccupations qui ont émergé. Certains processus législatifs ont été expédiés au sein des parlements concernant les mesures d'urgence dans certains États membres. En Hongrie, par exemple, l'état d'urgence déclaré donc en réponse à la pandémie a été suivi, ça a été prolongé suite, et c'est lié au conflit armé en Ukraine. Et dans notre feuille de route pour la reprise, nous avons été clairs sur le fait qu'il fallait remplacer les mesures d'urgence par des mesures plus ciblées, moins intrusives, et pour qu'il y ait des garanties totales en matière de liberté individuelle et un respect de l'équilibre des pouvoirs. Je serai très vigilante sur ces questions. Je suis clair là-dessus. La pandémie a transformé nos sociétés et a transformé la démocratie également. La mise en évidence, la nécessité de défendre la démocratie. Et elle a montré qu'il était nécessaire de lutter contre des flux importants de désinformation, de mésinformation, et qu'il fallait... la pandémie a également accéléré, a catalysé les défis, et cela a eu une influence sur l'électorat. Les mesures sanitaires ont fait l'objet de débats en ligne, et aujourd'hui nous faisons face à davantage d'incertitudes. Et le rôle de l'information joue un rôle de plus en plus important. C'est pourquoi la Commission a adopté, avec le service d'action extérieure, nous avons adopté un texte conjoint. Le titre, c'est faire en sorte que c'est bien connaître la situation, élucider les faits. Il s'agit de lutter contre la désinformation parce que dans le contexte de la pandémie, nous ne sommes pas partis de rien dans la lutte contre la désinformation. Nous avions déjà un code de bonne conduite et nous travaillons au plan d'action pour la démocratie européenne. Il y a eu la première mouture en 2018, la deuxième en 2020. Donc cette communication sur le fait d'élucider les faits énoncés, une liste de choses à faire, notamment pour les plateformes en ligne. Et il y avait 3 sujets principaux, donc les sources de désinformation, ces vecteurs, ces amplificateurs, et également les cibles, les citoyens. Dans cette communication, j'ai parlé de cette communication conjointe en 2020, je l'ai présentée au Parlement, donc j'ai parlé de l'appel envers les plateformes à faire davantage d'efforts. On a parlé des mesures prises pour lutter contre la désinformation. Donc, il s'agit de faire rapport aux citoyens, à la population, pour que les citoyens soient informés de ce qui se passe en ligne. Donc, le rôle de ces plateformes a une influence sur les citoyens, ces personnes qui vivent en Europe, et les menaces ne sont pas nouvelles. Comme je le dis, souvent les plateformes sont là depuis longtemps. Le rôle de caisse de résonance d'Internet représente une menace croissante. Et donc, en temps de crise, c'est une menace, et en temps de guerre, cela devient une arme. Voilà les préoccupations qui nous animaient. La semaine dernière, nous avons mis au point un code de bonne pratique plus robuste, avec un suivi constant et des ajustements constants au regard des faits nouveaux et des nouvelles menaces. Donc ce nouveau code permet de créer une task force permanente donc, qui englobe la Commission, le SEAS,
le groupe des régulateurs des autorités de réglementation de l'audiovisuel et l'Observatoire européen des médias. Cette task force va travailler à plusieurs tâches, donc des indicateurs structurels pour améliorer l'information dans l'Union européenne, une liste commune de techniques, de procédures concernant les acteurs malveillants, notamment. Concernant la manipulation des informations et les ingérences étrangères, selon le SES, nous devons nous doter de réseaux d'instruments, par exemple le système d'alerte rapide, pour pouvoir coopérer, échanger des informations et débattre de réponses possibles. Et ce mécanisme a été utilisé déjà une fois lors de la pandémie. Nous devons faire davantage pour qu'il soit plus cher de manipuler l'information. Aujourd'hui, il est très aisé, il est peu cher d'agir de manière malveillante au regard de l'information. Nous travaillons à une boîte à outils, donc avec le service d'action extérieure, qui touche à différentes dimensions de la manipulation de l'information pour notamment renforcer la résilience avec des approches réglementaires et novatrices. Il y a également les réponses diplomatiques. Et également, il y a la question d'une politique de défense commune en la matière. Et il faut appuyer des médias libres et indépendants. Il faut protéger les chercheurs. Il faut renforcer l'éducation. Et du point de vue de la sécurité, j'espère que lors du sommet de l'OTAN à Madrid, la question de la désinformation fera l'objet d'un débat sérieux, car on voit bien que cette désinformation fait partie de la doctrine militaire utilisée par l'agresseur russe. Donc il va falloir en parler dans ce domaine de la défense. Nous renforçons à travers l'Observatoire européen des médias, nous appuyons l'élucidation des faits. Il y a des lois qui définissent des sanctions qui doivent être définies qui doivent être mieux définies. Il faut des mécanismes d'application du principe de responsabilité qui jouent un rôle également très important. La pandémie a montré le rôle essentiel des journalistes, mais les médias font face à une crise économique qui a commencé bien avant la pandémie. Donc on a un paradoxe. Plus on a besoin de médias robustes et professionnels, moins il y en a. En raison des modèles économiques inéquitables, injustes qui se sont faits jour en Europe et ailleurs. C'est pourquoi la Commission a proposé plusieurs mesures pour appuyer la liberté et la diversité des médias, une législation pour la liberté des médias, dont nous serons saisis cette année. Il s'agit d'une réponse à une tendance de long terme. Il faut en faire plus pour les personnes qui sont dans le besoin. La Covid-19 a mis en évidence les inégalités que connaissent les personnes issues de milieux défavorisés ou qui sont défavorisées pour d'autres raisons. Et la facilité pour la reprise et la résilience appuie les efforts visant une reprise de long terme pour renforcer l'inclusion sociale et la résilience sur le plan social également. Et c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'on voit que les citoyens européens font face à des difficultés en raison de l'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Et donc les fonds mobilisés doivent permettre d'atténuer les répercussions de cette crise. La Commission permet également aux États membres d'utiliser la flexibilité qu'offrent les règles pour permettant d'atténuer les effets pour les entreprises. Donc, j'aimerais parler également du certificat Covid en matière de transparence. Le commissaire Kyriaki et ma présidente ont créé donc un groupe de contact au sein du Parlement où on pouvait donc parler des évolutions récentes. Il y a un bon exemple de transparence, de coopération entre nos institutions
alors que nous connaissions une crise inédite. Lors des réunions de ce groupe de contact, il y a eu également des échanges sur les accords d'achat avancés. Et cela a permis d'atténuer les effets de la crise pour éviter, pour atténuer la propagation du virus. Donc c'est une version récente de cet accord sur les achats a été publiée. Il y a également les règles internes et les procédures internes qui visent à ce qu'il y ait une gestion transparente pour éviter les conflits d'intérêts, notamment la transparence des registres. Il y a un code de conduite pour les commissaires et il y a également les statuts du personnel et cela touche également le secteur de la santé. Alors, il me reste une page et demie. Donc, Madame Clune, nous passons aux questions. Merci Madame la Commissaire, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais souligner comme la présidente qu'il s'agit de tirer des enseignements de ce qui s'est passé, de faire le bilan, mais aussi de nous tourner vers l'avenir et de tenter de nous préparer. Il est donc extrêmement important d'avoir ces réunions et merci d'avoir présenté votre perspective au début de la pandémie et pour ce qui relève de vos compétences. Alors les mesures d'urgence qui ont été prises par les États membres, et je suppose que tout le monde s'en souvient, on les a acceptées pour protéger la santé publique. Ces mesures étaient importantes pour protéger les citoyens. J'ai noté que vous nous avez dit que certaines mesures auraient pu être prises plus tôt, d'autres mesures auraient pu être prises. J'aimerais que vous reveniez en détail là-dessus. Puis il y a aussi la question de la désinformation dont vous avez parlé également dans votre introduction. Il est intéressant d'entendre que vous avez un nouveau code de conduite qui a été adopté la semaine dernière. Ça, c'est une très bonne chose. Et les plateformes disponibles pour le public, les médias sociaux sont très importants. Il faut leur parler. Et je sais que le code de conduite avait été très critiqué pendant la pandémie. Et effectivement, la Commission n'a pas fait tout ce qu'elle aurait dû faire. Depuis le début de la pandémie, nous avons adopté plusieurs textes, dont l'acte sur les services numériques permettant plus de transparence concernant les algorithmes, et les plateformes devront donner plus d'informations pour expliquer pourquoi elles prennent telle ou telle décision. Nous verrons ce qu'il en sera des résultats, mais en tout cas, il est bon qu'il y ait un plus grand engagement des plateformes parce que nous pensons que la désinformation, nous avons entendu Frances Haugen, la désinformation peut effectivement amplifier certains problèmes et polariser les sociétés. Donc les plateformes ont un rôle clé à jouer pour lutter contre la désinformation. Je me félicite de la révision du code de conduite et j'espère que ce nouveau code fonctionnera. Merci. Merci Madame Clune. Madame Yerkovitch. Merci Kathleen. Merci Madame le Commissaire. Comme vous l'avez dit, nous sommes confrontés à une pandémie et à de la désinformation. Une pandémie de désinformation qui a mis en péril notre réponse à la crise, qui a mis en péril des milliers de vies en poussant au refus de la vaccination. Mais ce refus des vaccins est quelque chose qui monte en puissance depuis des décennies. Et si nous avions été plus ambitieux par le passé, peut-être que cette fois-ci, il aurait été plus facile de gérer ce phénomène. Merci de nous rappeler ce qu'il en est en termes de communication, mais je voudrais dire qu'il est vraiment dommage que 2 ans plus tard, dans la communication pour la réponse à donner du 26 avril, on ne parle qu'une seule fois, on n'utilise qu'une seule fois le terme de désinformation. Madame le Commissaire, est-ce que vous pouvez nous assurer que la lutte contre la désinformation fait partie des priorités, que nous avons tous les outils et que la Commission répondra à ces menaces? Est-ce que vous avez une nouvelle approche? Merci, Madame le Commissaire. Pas plus de 5 minutes pour vos réponses. Oui, interrompez-moi. N'hésitez pas.
Mais pas tout de suite. Merci, Madame Clune. Oui, les mesures d'urgence. Ça a été un test, effectivement, de la manière dont les contrôles démocratiques existent et de la manière dont l'État de droit, de manière générale, a fonctionné dans les États membres et dans les institutions européennes. Je voudrais vous faire part de mon avis à l'époque. Lorsque les États membres ont commencé à introduire des mesures d'urgence, je l'ai déjà dit, nous voulions qu'elles soient nécessaires, proportionnées, qu'il y ait un contrôle du public, un contrôle des médias par un accès à des conférences de presse et qu'il y ait un contrôle, une information des parlements nationaux ou du Parlement européen pour éviter que les gouvernements n'aillent trop loin. Nous avons donc assuré le suivi la veille de cette situation et on nous a demandé de nous engager plus auprès des États membres. Moi, j'ai résisté à cette tendance parce que j'ai toujours fait référence aux cours constitutionnels qui sont les instances les plus fondées pour prendre des décisions et savoir si oui ou non les droits fondamentaux ont été limités de manière proportionnée ou si oui ou non les gouvernements ont profité de la situation, excusez-moi ce terme, pour prendre des mesures bien plus strictes qu'il n'aurait été nécessaire. Et c'est important. Il est important que les institutions fonctionnent comme elles le devraient, conformément à la Constitution, aux constitutions nationales. J'ai cité la Hongrie. J'ai eu vraiment des inquiétudes. Dans ce pays où nous avons des inquiétudes quant au contrôle démocratique et à leur bon fonctionnement, j'ai eu des inquiétudes parce que j'avais peur que les tribunaux soient influencés et qu'ils ne soient pas à la hauteur. Mais nous avons suivi la situation de très près et nous n'avons pas pris de mesures supplémentaires. De toute façon, nous n'étions pas et nous ne sommes pas prêts à prendre des mesures concrètes dans ce type de situation. Mais nous avons bien sûr réfléchi à la situation des régimes d'urgence dans tous les pays membres. 21 États membres ont pris des dispositions et continuent à le faire. Dans l'ensemble, le message à l'ensemble de l'Europe est que les contrôles démocratiques ont bien fonctionné, que les États membres n'ont pas abusé de leur pouvoir pendant cette pandémie en prenant des mesures disproportionnées. Alors, bon, ce sont bien sûr les citoyens des États membres qui doivent juger de l'action de leur gouvernement pour savoir si le gouvernement est allé trop loin ou non. Ce n'est pas à la Commission d'en juger. Et puis, pour revenir à la question de Mme Clune et de Mme Yerkovich, il s'agissait de savoir si la désinformation était un des principaux points de notre travail. Oui, et nous avançons avec un code qui nous permettra d'avoir des outils forts pour faire pression sur les plateformes. Madame Clune, vous m'avez demandé si j'étais satisfaite de ce que font les plateformes. Je n'ai jamais été satisfaite de ce qu'elles font. Je sais qu'elles ne font pas assez. Que faire alors? Nous ne voulons pas que Mark Zuckerberg ou d'autres deviennent l'arbitre de la vérité ou les censeurs d'Internet. Nous voulons qu'ils investissent dans des vérifications professionnelles des faits qui figurent sur leur plateforme et nous ne voulons pas ici que des pratiques déloyales s'installent, mais la désinformation, ça attire un public important. Et c'est commercialement juteux pour les plateformes. Ce que nous disons dans le code de pratique, c'est qu'il faut résister à la tentation de faire de l'argent par le biais de la désinformation. Il faut revoir les classements, vérifier les faits. Il faut faire en sorte que la publicité ne génère pas des recettes sur la base de la désinformation. Il n'y a pas assez de vérification des faits dans toutes les langues des États membres, les 24. Nous avons
un phénomène qui est que lorsque nous avons des pays hors de l'Union européenne qui font l'objet de propagande, il n'y a pas cette vérification des faits. Nous le voyons avec la Russie aujourd'hui. Et nous devons obtenir plus d'informations pour que les chercheurs puissent travailler et comprendre les phénomènes. Le code de pratique de 2018 parlait d'un rapport mensuel, mais honnêtement, lorsqu'on nous dit il y a eu 2 millions de comptes qui ont été supprimés, bon, c'est intéressant, mais est-ce que c'est important pour nous? Il faut comprendre l'impact sur la société, l'intensité, les vagues de suppression. Il faut savoir exactement ce qui se passe sur le terrain. Pour l'instant, nous n'y voyons pas très clair. Il ne suffit pas de se pencher sur les algorithmes, nous devons aller plus loin. Dernier commentaire, et nous y reviendrons. Le code de pratique, c'est un accord reposant sur le volontariat, mais ça fait partie quand même de l'acte sur les services numériques. Il en est question et cela permettra de faire en sorte que ceux qui mettront en œuvre l'acte sur les services numériques pourront vérifier si oui ou non les plateformes sont à la hauteur. Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Madame Trier-Lenoir. Madame la Présidente, je vais m'exprimer en français pour vous remercier, Madame la Commissaire, d'être venue ce matin nous parler de désinformation et de transparence, qui sont deux sujets étroitement liés. Plus on a d'informations et plus on a de transparence et moins on a de risques de désinformation. Donc je voudrais me focaliser sur les questions de transparence. Ça a été une faiblesse de la gestion de la crise Covid-19. Un certain nombre de mes collègues ici sont impliqués avec moi dans le règlement sur les menaces transfrontières graves pour la santé et nous insistons sur la nécessité d'une plus grande transparence pour la gestion des crises, pour les achats conjoints, pour la rédaction des contrats d'achat. Vous avez raison, le Contact Vaccine Group a été un progrès significatif en termes de transparence, en tout cas pour le Parlement européen. Les citoyens européens restent mal informés du contenu des différents contrats, des différents accords, et il n'est pas normal, par exemple, qu'ils aient appris ce qui se négociait avec AstraZeneca par l'intermédiaire de la presse britannique. Donc, il me semble que nous avons des progrès importants à faire. Peut-être que vous aviez l'intention d'en parler dans la page et demie que vous n'avez pas eu le temps de nous présenter, et j'aimerais que vous puissiez nous donner plus de précision sur la manière dont nous pourrions améliorer cette transparence. Encore une fois, c'est absolument nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Rivasi. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Commissaire de venir, d'autant plus que vous avez, à la suite de ce que m'a dit ma collègue Véronique, vous avez un rôle dans la transparence, la démocratie et le dialogue. Alors, moi, je vais vous poser des questions cash. Dans les contrats qui lient la Commission avec les laboratoires pharmaceutiques, vous avez une clause qui oblige les États membres à acheter des vaccins jusqu'en 2023, quel que soit le stade de l'épidémie. Vous savez à l'heure actuelle que la Pologne, les Pays-Baltes, maintenant 12 pays au niveau de l'Europe, refusent d'acheter des doses à Pfizer et Moderna parce qu'ils disent la situation épidémique, on n'est plus dans l'urgence, il n'y a plus de demande, on a des stocks qui se gaspillent et on nous demande en plus, c'était les Polonais, d'acheter 70 millions de doses qui nous coûtent 1,5 milliard d'euros. Et on préfère mettre cet argent pour l'accueil des Ukrainiens. J'ai posé la question à votre collègue, Mme Kyriakides, qui me dit on va essayer de repousser l'achat de ces doses à ces pays-là en automne. Mais les pays disent c'est pas suffisant, parce que d'une part, on a des gaspillages, on a des stocks qui se gaspillent,
On a des dates de préemption qui explosent. Et en plus, on ne sait même pas le prix. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le prix des vaccins? On a appris que Pfizer passait de 15 € à 20 € et on a appris que Moderna passait de 18 à 25 €. Vous pouvez confirmer le fait que maintenant les nouvelles doses coûtent plus cher? Et puis, troisième élément que nous disent ces 12 pays, c'est qu'ils nous disent on voudrait que la responsabilité des effets secondaires incombe aux laboratoires et pas aux États membres. Et à l'heure actuelle, il y a une clause aussi dans les contrats qui dit qu'en cas d'effet secondaire, c'est les États membres qui doivent payer les indemnités et même les avocats que prendront les laboratoires. Donc vous voyez, quand on parle de transparence, il faut mettre les cartes sur la table. On n'a pas eu accès au contrat qui lie la Commission et les laboratoires pharmaceutiques. Et on demande cette transparence et les pays demandent de renégocier les contrats. Est-ce que vous êtes d'accord pour renégocier les contrats, sachant qu'on est capable de le faire sur l'énergie? Pourquoi on ne le ferait pas sur les laboratoires pharmaceutiques? Merci de vos réponses. Merci, Madame Rivasi. Mrs. Anderson. Madame Anderson. Guten Morgen, vielen Dank. Bonjour. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous nous avez dit et j'ai été très réjouie de vous entendre parler du fait que nos sociétés doivent être plus critiques. La question est de savoir ce que vous entendez exactement par là. Parce que certaines parties de la société étaient critiques et ce sont ceux qui ont été stigmatisés et diffamés. Donc j'ai un peu l'impression que lorsque vous nous dites cela, vous dites qu'il faut être plus critique envers les critiques qui ne sont pas sur la même ligne politique et à mes yeux c'est très inquiétant. Vous dites aussi qu'il y a un phénomène de désinformation qui s'étend, que des mensonges sont crus de manière naïve, mais honnêtement, prenons la campagne de vaccination qui a été organisée dans tous les États membres. Si ça n'est pas de la désinformation de la part des États et de la part des médias publics, eh bien, je ne sais pas ce qu'est de la désinformation. Il faut que les campagnes soient sûres et efficaces, mais ça n'a pas été le cas. Regardez la base de données de l'EMA, vous verrez ce qu'il en est, vous verrez quels sont les problèmes que posent ces vaccins. De plus, nous parlons d'une campagne de vaccination, mais nous n'avons pas de vaccins vraiment reconnus. Ce sont des vaccins expérimentaux avec lesquels on a vacciné. Les citoyens ont été manipulés. On a dit qu'en Allemagne, les personnes qui n'étaient pas vaccinées étaient des asociaux, qu'on ne les traiterait plus dans les hôpitaux allemands s'ils n'étaient pas vaccinés. Donc, il s'agit ici d'une violation du code de Nuremberg patente, à savoir que personne ne doit être obligé de participer à des essais cliniques. Alors, vous nous dites que vous voulez garantir les droits fondamentaux, mais la question qui se pose est de savoir pourquoi le certificat numérique doit protéger pendant 1 an de plus les citoyens. Merci. Merci. Madame le commissaire, je vous repasse la parole. Thank you very much. Indeed, Madame. Merci beaucoup, Madame Triet. J'avais une page et demie encore à lire, mais je ne jette pas la pierre à Madame la Présidente. Je vais maintenant tenter de répondre et de dire ce que je n'ai pas pu dire. Je suis tout à fait d'accord. La transparence suscite la confiance et nous avons besoin de confiance, pas seulement en période de crise, mais surtout en période de crise. Et la Commission a fait des efforts pour partager avec le public des informations qui, de toute façon, doivent être rendues publiques et que nous voulons rendre publiques, notamment pour ce qui est des négociations des contrats d'achat de vaccins. Nous engageons à miser sur la responsabilité et sur la transparence. Nous avons déjà publié des versions des contrats dans lesquelles certaines informations ont été retirées et cela respecte le règlement sur l'accès aux documents. Nous
Respectons ce règlement dans la publication des informations et lorsque des contrats contiennent des informations qui sont protégées par le secret des affaires, eh bien, nous devons bien sûr protéger les intérêts légitimes de parties tiers. Alors évidemment, nous comprenons bien la situation des négociateurs. Moi, je n'ai pas négocié, mais nous avons tenté de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour que les vaccins soient obtenus au meilleur prix pour les citoyens européens et pour les obtenir, ces vaccins, surtout le plus rapidement possible, parce que nous étions sur un marché où la concurrence était très grande, notamment au début de la crise, ou à ce moment-là de la crise, lorsque nous avons négocié. Bon, je n'ai pas le temps de citer le règlement, mais pour ce qui est des contrats, nous avons répondu au Parlement. Je suis convaincue que nous n'avons violé aucune règle. Pour ce qui est des règles, et je sais que votre commission souhaite tirer des enseignements du passé, eh bien, je pense que les règles d'accès aux documents ne sont plus à la hauteur du numérique. 2 directives sont bloquées au Parlement. J'en ai parlé avec les députés concernés. Il faut lever ce blocage pour que l'on puisse adopter de nouvelles règles. Je dois dire que j'ai été très inquiète de ce qui s'est passé parce que les règles concernant Skype, par exemple, ne respectaient pas le règlement. Nous avions une technologie qui était assez transparente, mais les règles n'étaient pas respectées. Et pour ce qui est de l'utilisation de Skype et d'autres outils numériques, par le biais de smartphones, par exemple, eh bien, je pense que nous devrions relancer les débats entre les 3 institutions pour nous poser la question de savoir si nous pouvons vraiment poursuivre dans le cadre de ces anciennes règles qui datent de 2011. Si nous ne levons pas les blocages concernant ces 2 textes, eh bien, la Commission proposera des règles internes qui permettront d'améliorer la transparence. Pour ce qui est du prix des vaccins, Madame Rivasi, eh bien, pour être honnête, je ne connais pas le prix des doses. Pour ce qui est de ce qui a déjà fait l'objet de contrats, eh bien, nous ne savons pas quand viendra la prochaine vague, la prochaine épidémie, et il faut pouvoir aussi partager les stocks de vaccins avec les plus nécessiteux. Je comprends tout à fait vos inquiétudes, mais je ne peux pas vous donner malheureusement de réponses plus concrètes. Madame Anderson, je suis d'accord pour dire qu'en période de crise, mais pas seulement, si les citoyens sont mieux informés par des sources officielles fiables, eh bien la confiance sera là et à ce moment-là, le public adhérera aux mesures. Nous avons demandé beaucoup aux citoyens. Nous leur avons demandé de faire preuve de responsabilité personnelle. Nous leur avons demandé de porter un jugement quant à savoir s'ils se feront vacciner ou non. Et jamais nous n'avons forcé qui que ce soit à se faire vacciner comme condition prérequise pour avoir accès à des services publics ou à des services de santé. Et cela figure dans les règles des certificats Covid. Il y a, vous le savez, 3 conditions. Avoir le certificat, le vaccin, un test ou un rétablissement. Donc nous avons tout à fait pris conscience du fait que certains ne pouvaient pas ou ne voulaient pas être vaccinés.
Et jamais nous n'avons envisagé ou écrit qu'il était obligatoire de se faire vacciner. Vous ne trouverez cela nulle part. Alors bien sûr, il y a eu des manipulations avec des menaces. Il était dit que si vous n'étiez pas vacciné, vous ne pourriez plus avoir accès à des services publics. Ces manipulations ont été le fait des activistes anti-vaccins. Thank you very much, Miss. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Monsieur Thérèse. Thank you so much. Merci. Nous reviendrons. Je suis désolée, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous aurez à nouveau la parole dans la session à la demande. Mais il faut que tous les groupes politiques puissent s'exprimer. Monsieur Thérèse, Madame la Commissaire, et regardez-moi. Madame la Commissaire, êtes-vous vraiment sérieuse? Tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous pensez vraiment quand vous dites que vous n'avez imposé aucune vaccination? Attendez. J'ai dit la même chose lorsque Madame Kyriakides était là. Vous pouvez poser une question, mais vous le faites de façon respectueuse. Nous parlons des droits fondamentaux de chaque citoyen. On vient d'entendre qu'avec ce pass sanitaire, les gens n'étaient pas obligés d'être vaccinés. Êtes-vous vraiment sérieuse que vous pouvez regarder les gens dans les yeux, les citoyens de l'Union, et leur dire que c'est vrai? Nous n'avons pas pu entrer au Parlement sans certificat sanitaire. Chaque jour, je devais me battre avec le certificat. Voilà ma question. You are stating that you disclose. Vous dites que les contrats ont été divulgués. Et voilà les pages que nous avons reçues. Est-ce que c'est ce que vous appelez la transparence? Comment peut-on vous faire confiance si vous ne divulguez pas totalement ces contrats? D'où ma question, une de mes questions. Quand allez-vous pleinement publier les contrats de leur totalité pour que nous connaissions leur contenu, pour que nous n'ayons pas à vous demander quel est le prix des vaccins? Nous voulons connaître les prix des vaccins. Deuxième question, les effets secondaires. Vous prétendez que c'est la responsabilité des gouvernements de payer en cas d'effets secondaires. Au niveau européen, vous imposez le pass sanitaire. Au niveau national, c'est imposé également dans la législation. Donc vous demandez aux citoyens lambda qu'ils ne pouvaient pas aller travailler, qu'ils ne pouvaient pas prendre le transport public comme en Italie, qu'ils ne pouvaient pas voyager. Vous lui demandez d'être vacciné contre sa volonté des médicaments qui n'ont pas été correctement testés. Qu'est-ce que vous allez payer pour les effets secondaires? Merci, Madame Mathias. Senhora Presidente, Senhora Comissária, I'm going to speak in Portuguese. Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Comissária. Merci, Madame la Présidente. Madame la Commissaire, en écoutant les questions des collègues, je dois dire que je partage l'approche de la Commission en matière de désinformation. C'est un travail ardu, nécessaire, et s'il nous fallait des preuves, je crois que nous les avons entendues ici dans cette salle. Mais la question essentielle est différente. Dans d'autres domaines, d'après nous, la Commission était au-delà de ce qu'elle devait faire. Je pense à la transparence et aux valeurs. Il nous faut des informations sur le prix des vaccins. Pour une raison très simple. Si la Commission ne connaît pas le prix, qui le connaît? Seulement les sociétés pharmaceutiques. On dépense les deniers publics, ce sont les citoyens qui payent. Est-ce que ça ne leur donne pas le droit d'avoir accès à ces informations? Il aurait fallu faire un travail de fond. Il ne suffit pas de dire « nous ne connaissons pas les prix ». Si la Commission ne connaît pas les prix, qu'est-ce qu'elle sait?
Le citoyen européen a le droit de savoir ce que les vaccins ont coûté. Outre cette question de transparence et de valeur, nous avons le sentiment qu'il y a non seulement un problème de prix, mais également que l'on a trop pris en compte l'intérêt des sociétés pharmaceutiques qui s'est imposé à l'intérêt général, ce qui n'est pas conforme aux règles de transparence et aux valeurs européennes. Imposer par-dessus tout l'intérêt des sociétés pharmaceutiques, nous l'avons vérifié dans les contrats, dans l'accès aux vaccins. Alors c'est vrai que plus de 200 documents ont été publiés récemment, mais il reste encore 31 documents confidentiels auxquels nous n'avons pas accès. J'imagine que ce sont les plus importants. Toutes ces informations sont importantes si nous voulons de la transparence. Et puis, il y a la question des valeurs. Si nous traitons les valeurs comme un monopole privé et pas comme un bien d'intérêt général, comme ça avait été annoncé par la Commission au départ, nous ne respectons pas les valeurs européennes. Veuillez conclure, Madame Mathias. Merci, Madame la Présidente. Madame Jourova, vous êtes aujourd'hui compétente pour les valeurs et la transparence. Et je dois vous dire que tout ce que vous nous avez dit, c'est vraiment n'importe quoi. Je citerai un exemple. Dans la commission Envie, nous avons eu la possibilité de nous pencher sur les contrats, mais on n'a pas pu les scanner, les copier, ni en faire des photos. On a à peine pu en parler. Et à mes yeux, c'est vraiment une humiliation en tant que député. C'est comme si on nous donnait une bouteille de vin qu'on nous demandait de la boire et d'oublier qu'on l'avait bu. Non, vraiment, c'est inacceptable. Et vous avez pris des décisions, mais c'est un peu comme si on nous forçait à signer un contrat sans en connaître les détails. Pour ce qui est de la vérification des faits, vous y êtes favorable. Je dois dire que en 2020, nous avons des personnes qui ont publié des choses sur les médias sociaux. Il a été question notamment des passes sanitaires et il a été beaucoup question de théorie du complot. Alors, nous avons des scientifiques reconnus, mais dont la vie ne valait pas autant que celui des gouvernements. Mais la Commission n'a pas misé sur la science. Et il y a vraiment ici une violation des droits de l'homme. Nous forçons certaines personnes à utiliser des vaccins ou d'autres médicaments. Et vous nous dites que vous ne forcerez personne à se faire vacciner. Très bien, ça sera peut-être le cas. Mais nous avons des gouvernements au sein de l'Union européenne qui ont forcé leurs citoyens à se faire vacciner. Merci. Merci. Je vous invite, Madame la Commissaire, à répondre à ces questions. Attendez, moi j'écoute toujours la traduction. Hein. Désolée. Oui, il y avait un petit décalage. Je disais... Vous êtes invité, disais-je, à répondre aux questions des députés, à celle de Mme Rivasi notamment, mais je peux vous assurer qu'après l'été, nous aurons une audition avec les PDG des sociétés pharmaceutiques, les producteurs de vaccins, et nous aurons des experts également, parce que, comme vous l'avez compris, ce Parlement estime que les choses doivent changer. Madame la Commissaire, écoutez, je comprends qu'il y a beaucoup de frustration. On parle d'argent public, le Parlement a le droit d'avoir des informations pour exercer le contrôle, mais j'aimerais quand même rappeler les règles auxquelles nous devons nous plier. Monsieur Thérèse, je réponds à votre question. Oui, je suis très sérieuse. Et j'ai dit très clairement que nous n'avons jamais inscrit dans des règles contraignantes l'obligation d'être vacciné. Jamais. Je l'ai dit, je le répète.
nous n'avons pas imposé l'obligation de se faire vacciner. Je répète, nous avons encouragé les gens à se faire vacciner parce que nous pensons, la science le dit, et nous avons des preuves, que les vaccins nous aident à sortir de la phase la plus aiguë de la pandémie. C'est ce que j'ai dit. Pas d'obligation, mais un encouragement. À propos de la transparence, je confirme que la Commission envisage la possibilité de produire d'autres versions des contrats, mais nous ne pouvons pas divulguer totalement ces contrats, étant donné les obligations contractuelles, notamment les obligations juridiques et la confidentialité qui sont prévues dans les accords avec les entreprises qui sont les parties contractantes. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Il faut rappeler qu'on a affaire ici à un marché qui est extrêmement concurrentiel. La Commission a dû rédiger les contrats pour se confirmer au règlement 1049/2001 sur l'accès public aux documents. Le règlement que je viens de citer prévoit que le budget attribué pour la mise en œuvre du contrat, les spécifications des appels adjudication, le nom des adjudicateurs, le nom des candidats retenus chaque année par la Commission, leur remplacement géographique, les montants ne peuvent pas être divulgués. Ces informations ne peuvent être divulguées pour protéger les intérêts commerciaux des personnes morales et physiques, y compris du point de vue des DPI. Donc, la Commission s'est pliée aux obligations de préservation du secret professionnel qui découle de l'article 339 du TFUE, ce qui signifie que la Commission doit prendre toutes les précautions nécessaires pour veiller à la protection de l'information, à la protection des sous-traitants pour éviter de mettre en péril leurs données commerciales et leurs DPI. C'est la législation. La Commission n'a pas d'autre marge de manœuvre et ne peut pas franchir ces lignes rouges. Monsieur Thérèse nous demande quand vous aurez la version complète des contrats. Eh bien, je vous rappelle la jurisprudence de la Cour. La Cour permet de divulguer des informations à la suite d'un arrêt de septembre 2020. Basaria contre la Commission européenne, des informations qui sont couvertes par le secret commercial de plus de 5 ans devraient être traitées comme des informations historiques. Je cite l'arrêt, je cite la jurisprudence. Donc, elles ne seraient plus protégées, sauf si il est démontré que ces informations constituent un élément essentiel de la position commerciale de l'entreprise à laquelle elles font référence. Madame la Présidente, vous dites que vous allez organiser une audition avec des représentants des producteurs de vaccins et leurs distributeurs. J'estime que ce sera un moment essentiel pour le Parlement. Certaines entreprises ont accepté de donner un accès privilégié au Parlement à des informations contractuelles, informations qui ne sont pas publiques, en permettant un accès dans une salle de lecture. En octobre 2021, d'ailleurs, un groupe de députés européens a eu accès à ces documents dans une salle de lecture dans le respect des exigences de confidentialité. Ce sont les règles. Il y a un espace qui nous permet de divulguer les informations. Et là, je réponds à Monsieur Sinčić à propos de l'accès privilégié aux informations réservées aux députés européens. Merci. Comme je l'ai dit, nous reviendrons sur ce point et nous inviterons également la DG Santé ainsi que toutes les personnes responsables. Sorry, I didn't say that I don't agree with the fact-checking. I don't know. Cette idée de fact-checking, il y a peut-être un malentendu là. J'ai dit que je ne connais pas le prix. Les négociateurs de la Commission le connaissent.
Donc je voudrais quand même corriger certains malentendus. Certains ont dit la Commission ne connaît pas les prix. Si, la Commission la connaît, mais moi non. Moi je ne suis pas responsable de ça. Thank you very much. Mrs. Kloon, you want to come back? I have you. Madame Kloon, vous voulez revenir à la charge? Non? Ok. Madame Cerdas. Merci, Madame la Commissaire. 2 questions. Normalement, en cas de maladie transmissible, de pandémie, les groupes de personnes, des groupes de personnes sont stigmatisés, font l'objet de discrimination. C'était le cas pendant la pandémie. Certaines personnes n'ont pas pu avoir accès immédiat aux soins de santé, ont été découragées d'adopter des comportements sains. J'aimerais savoir comment la Commission contrôle le respect de l'état de droit et la non-discrimination. Autre question. Les contrats. Vous citez la législation. Nous sommes les représentants directement élus des citoyens. Nous n'avons pas pu voir directement ces documents. En octobre 21, j'ai fait partie du groupe de députés qui a eu accès à cette salle de lecture. Mais nous n'avons pas eu accès à toutes les informations. Certains passages étaient noircis. Est-ce que la Commission est prête à revoir la législation pour permettre aux représentants des citoyens d'avoir accès aux futurs contrats en cas de pandémie future? Merci, Monsieur Gluck. Merci beaucoup. Chère Madame la Commissaire, la politique, c'est faire le bien, mais tout n'a pas été bien ici. Il nous faut plus de marchés publics communs à l'avenir, mais je ne suis pas sûre que tout le monde a compris comment ça fonctionnait. Il n'y a pas de transparence sur les contrats, on en a parlé. Alors pour ce qui est des prix et la possibilité de revendre les vaccins, qui pourrait être logique, mais manifestement qui n'est pas possible, les députés n'ont pas pu lire toutes les clauses des contrats. Alors, des accords confidentiels ont été signés par les 2 parties. L'industrie les a signés, la Commission également. Ce qui a donné lieu à pas mal de rumeurs, de désinformation, on l'a vu ici et au Parlement également. Donc, pour l'avenir, en cas d'achat groupé, allez-vous revoir les règles? Et pour ce qui est de la dérogation ATPIC, est-ce que c'est vraiment la protection des DPI qui est l'élément essentiel ou la protection des sites de production? Si l'enjeu c'était le DPI, est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir des DPI moins contraignants pour commencer? J'aimerais savoir quelle est l'approche de la Commission pour les DPI et la dérogation ATPIC à l'avenir. Merci. Madame Paulus. Change? You want to change the order? You're in the catch the eye. Vous étiez sur ma liste dans la procédure à la demande, mais si vous voulez intervenir maintenant, allez-y. Thanks. Merci, Madame la Présidente, Madame la Commissaire. J'aimerais revenir à la question des droits de l'homme. Et je pense à la situation des personnes handicapées pendant la pandémie. La transparence de l'information pour les personnes handicapées, les personnes malentendantes, a été très difficile. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'information en langage des signes. C'est un vrai défi et une vraie difficulté pour ces personnes. J'aimerais soulever un autre sujet, la question du triage. Les personnes handicapées dans l'Union européenne ont fait l'objet de ces procédures de triage, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu accès à des soins de santé. Par exemple, lorsqu'elles arrivaient dans les hôpitaux, on les mettait de côté. Elles faisaient l'objet d'un triage silencieux, tacite. On les reléguait dans des institutions où les infirmières décidaient avec les hôpitaux. On disait, voilà, les hôpitaux sont pleins. Et les hôpitaux disaient aux institutions
qui hébergent des personnes âgées, par exemple, de ne pas les envoyer dans les hôpitaux parce que les maisons de retraite étaient... parce que les hôpitaux étaient surchargés. Et certaines personnes sont mortes sans que personne ne s'en préoccupe. Quelle est votre réaction à cela? Well, yeah, non-discrimination or the Donc, la question de Mme Cerdas sur la lutte contre les discriminations. La pandémie a amplifié toutes les mauvaises choses qui existaient auparavant, la discrimination au sein de l'Union européenne. Donc on l'avait très bien identifié, on avait identifié les vulnérabilités qui étaient liées à plusieurs facteurs. Par exemple, les femmes en situation de pauvreté, et c'est pas un tout petit nombre de citoyens. Nous avons eu des contacts très étroits avec les bureaux des médiateurs et avec les organes chargés de la promotion de l'égalité dans les États membres pour que nous ayons davantage de conseils, notamment des conseils apportés à celles et ceux qui avaient besoin d'appui. Alors, c'est bien, j'ai une approche un petit peu cynique, mais c'est vrai que les bonnes intentions, c'est bien, mais avoir de l'argent, c'est souvent mieux. Donc, tu fais des financements pour équilibrer, pour réduire certains écarts, pour que les personnes faisant l'objet de discrimination puissent recevoir des financements publics. Il y a notamment les enfants dans les familles qui n'avaient pas accès à des ordinateurs. Ça, c'était une vraie question. Au sein de l'Union européenne, il y a des familles également qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, les ordinateurs, ça peut être une question secondaire. Et donc, dans ce financement pour la reprise, nous voulions mettre l'accent sur les États membres où on voyait ces déséquilibres. On voulait utiliser les financements de l'UE pour des programmes sociaux bien conçus, bien ciblés, là où les sources de discrimination ou les déséquilibres étaient bien identifiés. Après, les États membres ont des approches différentes, évidemment. Sur le fond de la transparence et des contrats de vaccins, alors j'ai cité les règles. À ce stade, je n'ai pas d'autres réponses à apporter, mais comme je l'ai déjà dit, donc pour répondre à M. Carrigan, à Mme Cerdas, je pense très sincèrement que nous avons besoin d'améliorer, de mettre à jour les clauses de transparence et d'accès aux documents. Nous sommes à l'ère numérique, et je crois que je me suis trompé tout à l'heure parce qu'on parle de règles de 2001 et pas de 2011. Donc il est temps de modifier tout cela. Il faut débattre de ces changements des règles des marchés publics communs. Et les entreprises, notre partie qui sont protégées par nous dans les contrats selon les règles en vigueur. Et également la question des DPI, il faut en discuter. Ça, ce sont des leçons que nous avons tirées. Il y a une certaine frustration. Il y a eu une désinformation et il faut trouver une manière efficace d'avancer. Madame Langensiven, alors je ne connais pas vraiment les affaires dont vous parlez. J'en ai pris connaissance seulement à travers les médias. Je vais pas dire qu'on a tout bien fait, mais je pense que les vaccins ont aidé et ont permis aux hôpitaux de ne pas faire ces choix horribles. Ces vaccins nous ont permis de faire baisser le nombre de cas
graves, l'occurrence de symptômes graves. Il y a également une question qui portait sur la manière dont nous communiquons. Donc ça, c'est très douloureux. Et c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, pas seulement au sein de l'Union européenne. Il y a des États membres qui devraient rendre davantage de compte. Mais il faut également être davantage compréhensif lorsqu'on parle de campagne de désinformation en temps de pandémie. Je pense que la première réponse, c'était pas de faire des vérifications des faits ou de lutter contre des messages qui pouvaient être dangereux. La première réponse était que les autorités sanitaires des États membres occupent l'espace numérique en fournissant des informations intelligibles pour les citoyens, pour que ces derniers sachent où nous en étions, ce qu'on pouvait attendre, qu'on sache quelles mesures allaient être prises, pourquoi. Il s'agissait, et cette question des informations, le manque de transparence, d'intelligibilité des informations fournies explique ces campagnes de désinformation qui ont eu des effets. Alors, Madame La Pizza, Madame Paulus, Neros, Madame Lenoir, Madame Donato, pour les demandes d'intervention à la demande. Donc, vous allez nous donner 5 minutes supplémentaires. Donc, je vais essayer de prendre toutes les questions, mais essayer de parler, d'être vraiment largement en dessous d'1 minute. Donc, je vais faire de mon mieux. Merci, Madame la Présidente. Comme vous l'avez dit, à juste titre, la question des enseignements tirés figure dans le titre. Et donc il y a une vague là pendant l'été, la pandémie, et puis la situation pourrait empirer par la suite. Il y a certaines personnes qui ne sont pas aussi bien loties que d'autres, des personnes qui sont à risque ou qui ont un Covid long, ça représente une proportion importante de la population. Il est clair donc si on sait que les masques permettent de réduire la contagion, mais si on enlève, qu'en est-il de cette levée de l'obligation de porter un masque dans les transports publics ou dans certaines infrastructures et les effets sur les personnes les plus vulnérables? Monsieur Ross, Madame Jourova, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut lutter contre la désinformation, mais en même temps, il faut défendre la liberté d'expression et il faut continuer de faire preuve d'esprit critique. Mais pendant la pandémie, il y a eu une absence de débat public. On n'a autorisé que le récit, le discours du gouvernement. Donc on s'est tourné sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vu des scientifiques, des médecins respectés qui étaient réduits au silence parce qu'ils avaient des opinions différentes. Alors ma première question, c'est comment est-ce que vous protégez la liberté d'expression et des débats ouverts aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux? Mes informations également étaient le fait de gouvernement. Je vais vous donner un exemple. Dans mon pays, le gouvernement a dit aux adolescents de se faire vacciner pour protéger les grands-parents. Mais les vaccins ne protègent pas contre la propagation du virus. Donc, pour lutter contre les théories du complot, il faut des informations fiables qui proviennent de nos propres gouvernements. Comment éviter que les gouvernements ne diffusent de fausses informations? Merci beaucoup. Madame Lenoir. À des contre-vérités qui ont été proférées une fois de plus dans ce Parlement par des personnes qui ne prennent même pas la peine de rester jusqu'à la fin de la session. Simplement pour dire que, oui, beaucoup de scientifiques ont plaidé pour une obligation vaccinale, parce qu'en termes de santé publique, nous devons faire un acte
d'engagement citoyen pour protéger les plus vulnérables, pas un acte individuel et égocentrique. Les politiques ne les ont pas suivis. Ils ont mis en avant les droits des personnes. Et pour cela, ils ont compté sur l'incitation, sur la motivation et sur l'intelligence collective. C'est celle qui a gagné et nous pouvons en être fiers, mais ne proférons pas des contre-vérités au nom de la science. Merci. Merci beaucoup. Mrs. Paulus. Madame Paulus. Merci beaucoup. Je vais être très brève. La Cour des comptes nous a livré un rapport sur les États membres qui ont restreint la liberté de mouvement en fermant les frontières. Donc, le commissaire a affirmé que ces questions avaient été réglées. Il y a la recommandation 3, fournir davantage d'orientation sur la mise en œuvre de contrôle aux frontières extérieures. Le commissaire nous dit qu'il y aura une révision du manuel pour les gardes frontières. Donc, quand est-ce qu'il y aura une révision de ce texte? Merci beaucoup, Madame Donato. Merci, Madame la Présidente, Madame la Commissaire. J'aimerais revenir à la question des droits humains. Vous dites que vous avez effectué un suivi du respect des droits humains, mais nombre d'abus. Il y a eu nombre d'abus en Italie et dans d'autres pays avec l'adoption du certificat Covid. Qu'est-ce que vous ferez à l'avenir si ces faits se reproduisent? Vous avez affirmé que vous avez essayé de motiver les gens à se faire vacciner et ne pas les obliger. Mais pour motiver les gens, il ne faut pas nécessairement faire de chantage. La Cour constitutionnelle l'a affirmé à de nombreuses reprises. Une consultation publique sur le certificat Covid n'a pas fait... a débouché sur des retours. Les citoyens ont pu donner leur avis et vous n'avez pas réagi à ces retours d'information des citoyens sur ces certificats. Madame de la Pissa. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Concernant l'imposition des vaccins, votre réponse n'est pas satisfaisante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit de pression, de coercion lorsqu'on ne laisse pas un travailleur pénétrer sur son lieu de travail? Ce type d'abus, eh bien, il y en a eu ici et nous ont touchés en tant que députés, donc nous devons en parler aux citoyens. Est-ce que vous pensez que c'est démocratique? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait été plus efficace de donner confiance dans les vaccins et de garantir qu'ils étaient sûrs? Et ça a été une mesure désespérée. La proportionnalité de cette mesure n'a pas été vraiment précisée et son caractère légal n'est pas avéré. En Suède, par exemple, on a eu le courage de faire face à la pandémie en suivant les avis de ces experts. Et en raison de mesures qui ont été prises dans d'autres